Donc, je suis Océane Rignot, chargée de mission environnement au ministère de la Mer, qui a été créé il y a 2 ans maintenant. Donc, on travaille toujours étroitement avec le ministère de l'écologie et on est dans la même tour, mais on est un ministère différent, au cas où ça a peut-être échappé à certains d'entre vous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la réglementation qui encadre le transport maritime pour éviter toutes les pollutions. Alors, moi, je ne vais pas parler que de la pollution par hydrocarbures. Je vais d'ailleurs très peu en parler finalement, parce qu'on a plein d'autres pollutions qui jouent aussi dans notre travail. Donc, la réglementation, je sais que c'est surtout réglementation française et européenne, mais nous, on tire la plupart de nos règles de la réglementation internationale. Qui est prise à l'OMI, donc l'Organisation maritime internationale. Donc là, vous avez un petit schéma avec l'ensemble des pollutions euh, qui vont altérer la qualité de l'eau. Et on a 2 grandes conventions, donc la convention MARPOL et la convention Ballast. On a aussi d'autres petites règles, mais je vous en parlerai un peu plus tard. En droit français, on retrouve ces textes-là parfois mot à mot, la plupart du temps mot à mot d'ailleurs, dans le décret 84-810 du 30 août 1984, dans les articles L 218 et suivants du Code de l'environnement, et dans l'arrêté du 23 novembre 1987. Ça, c'est pour la partie un petit peu réglementaire. Donc, la convention Ballast, on a remarqué, il y a déjà très longtemps de ça, qu'il y avait des introductions d'espèces non indigènes. On utilise plus d'espèces invasives, qui étaient faites par les eaux des ballasts des navires, parce que le navire, pour charger et décharger sa marchandise, il va se charger en ballast, il va ballaster et déballaster. Il va aller d'un point A à un point B et lorsqu'il risque il va sûrement transporter des bactéries la plupart du temps, mais aussi des petites algues. Lorsque ces espèces vont arriver dans un nouvel endroit où elles n'ont pas de prédateurs, elles vont devenir potentiellement invasives. Donc, c'est une convention qui a été écrite en 2004, qui est entrée en vigueur en 2017. L'objectif, c'est d'obliger les armateurs à équiper leurs navires d'un système de traitement de ces eaux de ballast, donc soit chimique, soit par UV, ou de renouveler leurs eaux de ballast au large, donc à plus de 200 000 nautiques et par 200 mètres de fond. À partir du 8 septembre 2024, tous les navires devront être équipés d'un système. Il n'y aura plus de renouvellement possible. Ils doivent aussi être équipés d'un plan de gestion et d'un registre dans lequel ils consignent toutes les actions. Nous, en France, comme on a un très très grand territoire maritime, on a décidé, bien avant l'entrée en vigueur de la Convention, de l'appliquer aux navires qui sont en navigation nationale. Aujourd'hui, on en est où? Au niveau de l'OMI, on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on va contrôler cette convention quand elle entrera en vigueur vraiment en 2024, c'est-à-dire une entrée en vigueur effective avec les systèmes de contrôle. Et on a aussi une expérience building phase parce que, comme je vous l'ai dit, la convention a été écrite en 2004 et entrée en vigueur 13 ans plus tard, donc elle était un petit peu il fallait un peu lui redonner un coup de neuf. Donc, on a créé une expérience building phase, qui est donc une phase qui va de 2018 à 2022-2023, pendant laquelle tous les États font remonter les difficultés d'application de la Convention pour ensuite éventuellement la modifier. Le gros du sujet, c'est donc la Convention MARPOL. C'est une convention qui contient 6 annexes. C'est une convention de 1973. Donc, l'objectif est de prévenir et réduire au minimum la pollution qui est due aux navires, qu'elle soit accidentelle ou qu'elle découle d'opérations de routine. Donc, je vais très rapidement vous brosser un petit portrait de chaque annexe. Donc, l'annexe 1, qui est celle que la plupart des gens peut-être connaissent ici, pour la pollution par les hydrocarbures. En 92, donc on a obligé les pétroliers neufs à être équipés de double coque. Et on a mis un calendrier en place pour que tous les navires citernes existants puissent être remplacés et avoir des doubles coques pour éviter justement au maximum toutes les pollutions dues aux hydrocarbures. La dernière chose qui s'est passée sur cette annexe, parce que j'avoue qu'il y a des accidents maritimes, mais malgré tout, ça n'implique pas de modification de l'annexe quand il y en a.
parce que souvent ces accidents ne sont pas dus au design du navire ou à la double coque, c'est souvent des problèmes au niveau de la navigation. Donc la dernière évolution qu'on a eue sur cette annexe, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on l'a modifiée en novembre 2020 pour l'interdiction d'utiliser et de transporter à des fins d'utilisation du fioul lourd dans toute la zone arctique, et ce dès 2024. L'annexe 2, donc relative aux substances liquides nocives transportées en vrac. Donc, on parle ici de acide sulfurique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, ammoniac, alcool, mélasse, huile végétale, bon, tout ce genre de choses. On a environ 250 substances avec une liste qu'on met à jour très régulièrement. Et donc ici, c'est une annexe qui va énoncer toutes les exigences qui vont être applicables aux navires qui transportent ces substances en vrac, qu'on a classées par catégorie. Et en fonction de ces catégories, on va encadrer les rejets de résidus, on va encadrer toutes les méthodes de pompage, les tuyautages, les déchargements, tout ce qui concerne aussi les installations de réception. On va obliger à la tenue d'un registre de cargaison, et bien sûr, on demandera au navire d'être équipé d'un certificat international de prévention de la pollution pour ce type de substances transportées. Pour l'annexe 3, c'est la même chose, mais c'est pour les substances nuisibles transportées par mer en colis. Donc là, c'est tout ce qui est explosif, gaz dangereux, liquide inflammable, solide inflammable, matière corrosive, matière toxique infectieuse, peroxyde organique, tous les objets dangereux divers. Donc on va avoir le même système. Alors là, ça va plutôt porter sur l'emballage de ces produits, le marquage, l'étiquetage, tout ce qui concerne l'organisation de ces produits à bord du navire. Pour l'annexe 4, donc là, ça va être essentiellement pour les eaux usées des navires. Donc pour les eaux usées, on vous a mis un petit schéma sur la gauche qui est censé vous représenter la côte et la mer, ensuite de 0 à 3000 à 12 000 nautiques. Donc avec toutes les règles avec les règles en face. Donc bien sûr, de 0 à 3000, aucun rejet d'eau usée n'est autorisé dans la mer. De 3000 à 12 000, le navire peut utiliser une installation qui est approuvée par l'Organisation maritime internationale pour traiter ces eaux usées, ou alors il les rejette après broyage et désinfection, avec un dispositif approuvé également. Et à partir de 12 000, le navire peut rejeter ces eaux usées non broyées, non désinfectées. C'est un sujet. Le fait que le navire puisse rejeter ses eaux comme ça à partir des 12 000, c'est un sujet sur lequel on réfléchit déjà, et on commence déjà à avoir des États qui font remonter l'idée qu'il faudrait peut-être aller jusqu'aux 24 000, ou bien en tout cas obliger les navires à traiter tout le temps leurs eaux. Mais le sujet en ce moment qui est à l'OMI depuis 2019, qui a été un petit peu retardé par la crise sanitaire, c'est qu'on a une grande étude qui a été lancée par les Pays-Bas et qui a été présentée à l'OMI en 2019, qui a montré que, en tout cas dans toute la zone mer du Nord, mer Baltique, Manche, les installations de traitement des eaux usées ne fonctionnaient pas et les rejets n'étaient pas aux normes. Donc l'idée, c'est de modifier toute la réglementation sur le monitoring de ces installations pour être sûr qu'elles fonctionnent bien. L'annexe 5, donc ça, c'est tout ce qui est déchets et ordures par les navires. Et si je me souviens bien, lors d'une précédente visite au Cèdre, j'avais vu qu'il y avait tout un début de travail, c'était il y a des années déjà, mais un début de travail sur les catégorisations de déchets dans l'eau. Donc là, c'est une annexe qui va préciser à quelles ordures peuvent être jetées à la mer et à quelle distance de la terre. Bien sûr, on a une interdiction totale de jeter à la mer toutes les matières plastiques sous quelque forme que ce soit, et le navire doit tenir un registre des ordures. On a pas mal de choses qui se passent sur cette annexe-là en ce moment, notamment depuis l'adoption de la stratégie déchets marins par l'OMI, sur l'abandon et la perte des engins de pêche, donc tout ce qui est filet et cage en mer, qui est aujourd'hui un vrai sujet à l'OMI. On a deux avancées qui sont en cours. La première, c'est l'obligation pour les États de notifier la perte des engins de pêche à l'OMI. Ici, on avait plus ou moins une obligation des pêcheurs de notifier à leurs administrations, mais ce n'était pas suffisamment suivi. Donc aujourd'hui, on pense qu'en obligeant les États à notifier à l'OMI, on va avoir un effet cascade, et que les États réussiront à obtenir l'information aussi au niveau
des pêcheurs. On sait qu'il y a un règlement européen déjà sur la question. L'idée, c'est de faire quelque chose d'international, pas seulement d'européen. Et enfin, la deuxième avancée à prévoir, c'est le marquage des engins de pêche. Alors, pas pour aller taper sur les pêcheurs s'ils ont perdu leur filet, pas particulièrement. On sait que c'est un problème aussi pour eux lorsqu'ils perdent un engin de pêche. Mais c'est pour pouvoir le tracer, pour pouvoir essayer de le retrouver, pour pouvoir responsabiliser toute la filière. Et on a aussi un autre sujet sur les filets biodégradables. Donc, on essaie de voir ce qui pourrait être possible de faire. Il y a vraiment une belle émulsion au niveau de l'OMI sur les déchets marins et sur les engins de pêche. Et enfin, l'annexe 6. Alors, je vous en parle parce que, effectivement, c'est pour la pollution atmosphérique des navires. Mais la pollution atmosphérique des navires, ça a énormément de conséquences sur la qualité de l'eau, notamment sur l'acidification, l'eutrophisation et tous les phénomènes de bioaccumulation qu'on peut avoir dans l'eau. Donc, je tenais aussi à vous en parler. Donc, cette annexe, elle est essentiellement sur 3 types de polluants. Tout ce qui est les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, donc c'est un peu moins notre sujet. Et ensuite, les oxydes de soufre, les particules dont ils sont les précurseurs, et les oxydes d'azote qui proviennent des fumées des cheminées des navires. Donc, depuis le 1er janvier 2020, on a une autorisation d'utiliser des carburants à maximum 0,5% de teneur en soufre. Il faut savoir qu'il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, on était encore à des pourcentages proches des 10%. Donc aujourd'hui, on est quand même assez satisfait d'avoir ce 0,5%. 0,1% dans les zones de contrôle des émissions. Aujourd'hui, on en a, je reviendrai peut-être plus tard dessus, donc je vais rester sur ça. Simplement, le sujet sur les particules. Oui, les particules ne sont pas directement réglementées par l'annexe 6. On réglemente uniquement les oxydes de soufre. Et on sait que ce sont les particules qui vont vraiment avoir un impact sur la qualité de l'eau. Au niveau des zones ECA, donc j'y reviens. Je vous ai mis une petite carte. On a donc déjà une zone ECA en Manche, mer du Nord et mer Baltique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait beaucoup de phénomènes de pluies acides dans cette région-là et qu'on a observé une diminution de près de 80% des phénomènes d'acidification de l'eau à cause de ces pluies acides. Donc, on voit déjà, c'est une zone qui est entrée en vigueur en 2015, donc on voit déjà les effets aujourd'hui. On a réussi à obtenir le classement de la Méditerranée en zone ECA à partir de 2025. Donc, CK pour le soufre, NECA pour l'azote. Donc, NECA dans un second temps. Et on est en train de discuter d'une zone ECA aussi sur la façade atlantique, qui concernerait donc Espagne, Portugal et France, pour avoir toutes les eaux métropolitaines françaises, en tout cas classées en zone ECA. Un petit mot sur les scrubbers, qui est un sujet qui a pas mal passionné les foules dernièrement, notamment dans la presse. Donc les scrubbers, ce sont des dispositifs qui sont placés dans les cheminées des navires qui permettent d'épurer celles-ci de tous les polluants qui les chargent. En fait, ça permet au navire d'utiliser un fuel qui est beaucoup plus soufré que ce qu'il a le droit d'utiliser. Parce qu'avec ce scrubber, il va atteindre des taux de rejet qui sont équivalents à s'il avait utilisé un fuel peu soufré. Le fuel plus soufré étant moins cher que le fuel désoufré. Donc, c'est un équipement qui a séduit à peu près 4000 navires dans le monde. C'est un investissement qui coûte très cher, mais on a un vrai problème sur ces équipements-là, c'est que lorsqu'ils ont vu le jour, c'était il y a une quinzaine d'années, et on se doutait que l'océan pouvait diluer n'importe quel polluant. Donc, au prix de pouvoir sauver un petit peu l'atmosphère de tous ces polluants, on a fait des systèmes qui épurent ces cheminées, mais qui ensuite rejettent tout dans l'eau sans aucun traitement. Donc, ce sont des scrubbers en système ouvert. Il en existe aussi en système fermé depuis, qui ont vu le jour, mais qui représentent à peu près un quart de tous les scrubbers dans le monde. Donc, on a un vrai problème sur ces scrubbers-là qui contiennent beaucoup de métaux. Donc, les rejets de ces scrubbers qui contiennent beaucoup de métaux lourds, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, de nitrates et toutes sortes d'additifs chimiques. Le sujet a été amené à l'OMI, bien sûr, en 2016. Mais c'est un peu difficile de prévoir une interdiction mondiale sur cet équipement. Donc, le sujet s'enlise un petit peu à l'OMI et nous, en France, on a décidé d'interdire ces rejets, comme une cinquantaine d'autres États et ports dans le monde.
Donc on a interdit ces rejets dans la bande littorale des 3000 nautiques depuis le 1er janvier 2022, avec donc beaucoup de grands ports maritimes et de ports qui avaient déjà pris cette interdiction avant nous, et là maintenant on les encourage à le faire pour être en cohérence avec notre réglementation. On continue bien sûr de travailler sur le sujet à l'OMI. La semaine prochaine, on a un sous-comité de la pollution, de la prévention de la pollution. C'est un des gros sujets du sous-comité. Donc on continue bien sûr d'essayer de faire avancer les choses à l'OMI, mais on peut difficilement s'attendre à une interdiction internationale. Ensuite, on va passer donc au sujet du bruit sous-marin, qui est aussi un sujet qui est dont on parle peu, et pourtant c'est une pollution qui est d'ailleurs très suivie, comme les déchets aussi, au niveau de la direction eau et biodiversité du ministère de l'écologie. Donc là, comme le citait tout à l'heure Madame Duron, on a la directive 4 stratégie pour le milieu marin, on a le descripteur 11 sur l'introduction d'énergie dans les sources acoustiques dans le milieu marin. Donc c'est un descripteur de la pression du bruit qui est générée par les activités anthropiques. Donc on a effectivement les navires dans ces activités-là, pas seulement, mais on a aussi les navires. Au niveau du maritime, donc à l'OMI, on a pris des directives, donc ça n'est pas une réglementation contraignante, des directives qui visent à réduire le bruit sous-marin produit par les navires de commerce pour atténuer leurs incidences néfastes sur la faune marine. Donc ces directives datent de 2014. Au niveau de la France, donc c'est à l'initiative de la direction mer et littoral au ministère de la Mer, une communauté sur le bruit sous-marin qui a été créée en 2020, et la rédaction d'un guide de préconisation pour limiter l'impact des émissions acoustiques sur la faune marine. Ça, c'est au crédit de la direction eau et biodiversité. Donc, on a tout un engouement autour de ce sujet-là, et on est en train, au niveau de l'OMI, d'essayer de réviser cette directive. Donc là, c'est un groupe de travail par correspondance qui se tient. Il faut savoir, juste, je reviens sur le bruit, que c'était un sujet qui était très difficile d'amener à l'OMI. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas de réglementation contraignante, parce que à l'OMI, quand on parle de l'environnement, on ne s'attarde que sur les pollutions qui vont avoir un impact sur l'homme. Et pour le bruit sous-marin, il a fallu prouver que, parce que c'est essentiellement un impact sur les cétacés, il a fallu prouver que l'impact sur les cétacés avait de toute manière, in fine, une incidence sur l'homme, et c'est comme ça qu'on a réussi à décrocher le sujet à l'OMI, mais sinon c'était pas gagné. Et enfin, donc pour le contrôle de toutes ces réglementations, on a des services sur les littoraux, donc des centres de sécurité des navires et des services des affaires maritimes, avec des inspecteurs qui contrôlent toutes ces réglementations. On a le mémorandum de Paris qui, avec qui permet à tous ceux qui font partie de ce mémorandum, tous les États qui font partie de ce mémorandum, de se mettre d'accord sur des procédures pour contrôler. Pour vous donner un peu un exemple, on a des objectifs qui sont fixés déjà par l'Union européenne et aussi par le mémorandum de Paris, des objectifs d'inspection, à peu près environ 1000 par an, qu'on dépasse systématiquement. On n'en est pas peu fiers. Donc, par exemple, en 2021, on avait 1035 inspections. Pour ce qui est des condamnations, on en a assez peu finalement dans le maritime. C'est pas vraiment. Alors, je parle hors marée noire et accident. Je parle juste de non-respect de la réglementation. Il y a quand même une façon de faire les choses qui est différente dans le maritime, c'est-à-dire que lorsqu'on va constater une déficience à bord d'un navire, on va mettre en demeure le navire de se mettre en conformité avant d'aller jusqu'à le sanctionner au niveau justice. Donc il y a un dialogue en fait qui se met en place avec le navire, avec l'armateur, avec le capitaine, qui généralement se solde par, alors le navire doit rester à quai le temps de réparer sa déficience, mais enfin la plupart du temps ça se fait. Et quand ça ne se fait pas, ça arrive aussi, effectivement, on va jusqu'à prévenir le parquet et on poursuit, et on a eu quelques affaires emblématiques de non-respect de taux de soufre et aussi de non-respect de la gestion des eaux de ballast qui ont mené à des condamnations. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai essayé de faire ça assez synthétiquement et assez rapidement, vite. N'hésitez pas à m'écrire ou à me joindre. Vous avez mon mail juste ici pour toute question. Et je donne la parole ensuite à notre prochain interlocuteur.